Nous y sommes déjà. Ah, bon, je préfère lire l'extrait dans j'ai fait allusion, si vous permettez, c'est à la page 192, 193. Il s'agit de prose poétique. Bien sûr, avant de lire, si vous permettez, je vous remercie pour votre invitation, ainsi que tous les membres de votre prestigieux club et tous les amis présents. Donc, cette absente toujours présente dans mes rides et dans mes lignes. 192. Dernier paragraphe. Cette absente toujours présente dans mes rides et dans mes lignes. Des années s'étaient passées. Me reconnaîtra-t-il, me reconnaîtra-t-elle lorsqu'on se verra, elle et moi? Reconnaîtra-t-elle derrière les rides de ce vieux, cet homme qu'il aimait bien? Son faux rire éclatait toujours dans le vacarme de sa solitude pendant des années d'éloignement. Il regardait cette absente toujours présente avec ivresse, comme un enfant qui refusait le sévrage d'aimer dans un temps où l'amour est devenu amour recherché pour masquer le spleen. Leurs âmes se baignaient dans cette flamme allumée au fond du regard, puis épuisés, venaient se coucher sur leur bouche, sans mouvement comme deux évadés d'une prison, accueillant la mort en souriant. Entre une solitude et une amourette, tu étais là. Ton âme traversa mon âme grise, comme une volée de pigeons voyageant entre la Sainte-Sophie et la Mosquée bleue. Tous les trains que j'avais pris reflétaient les quais dépeuplés qui ne nous ont pas réunis, toi et moi. Je regardais bêtement la porte du wagon, espérant que tu apparusses et je courus vers toi, t'aider à porter nos souvenirs que tu gardais dans ta main qui tremblait en prenant la mienne. Peut-être on ne se verrait jamais, peut-être si, dans un rêve, une vision, ou dans la douleur de l'absence et la présence de l'absent. Quand tu me manquais, j'espérais être une larme dans la mer de tes yeux, une herbe sauvage survivant dans une fissure, dans un mur délabré de ta vieille demeure. Que reste-t-il de toi et moi? Un livre que j'ai posé sur cette plage où ils s'étaient pris les mains tremblantes avant de marcher sur l'eau et s'étaient disparus. Leurs familles qui venaient les chercher ont trouvé leurs habits qu'avaient usé l'étreinte de leurs âmes. Mon âme a été revenue après seule, détrempée, pour poser le livre au même endroit. Sur la bouche, le reste de son sourire. Le sourire s'approchait et s'éloignait lorsque je regardais autour de moi la présence de l'enfant. Merci. Donc, ça reflète un peu le style du livre. Donc, si vous avez des questions, Est-ce qu'il y a quelque chose précisément sur le fond, par exemple, sur le temple des étrangers? Bon, le temple des étrangers, comme vous l'avez signalé, M. Habib Falfoul, c'est à la fois un nom de lieu, donc un lieu où se déroulent quelques événements de cette pièce. Et en même temps, c'est l'âme, je veux dire, c'est l'âme, parce que le voyage dont je parle dans ce livre, c'est un voyage au bout de l'âme, plutôt, bien que je raconte des événements et
Et je fais les portraits de personnages, il y a des révoltes aussi, beaucoup d'autres trucs dans ce livre. Mais le livre, c'était avant tout un voyage, une quête spirituelle, parce qu'on ne peut pas se satisfaire que de matière, de pâtes et de Donc femmes. la lecture, si va lire, elle doit se faire à deux niveaux. Donc une première lecture linéaire, puis Voilà. on devrait aussi lire entre les lignes pour en dégager donc le message que vous voulez transmettre au lecteur. Voilà. Donc c'est comme Khalil Abdelna de Muqaffa ou d'autres livres. Ça se lit à plusieurs niveaux. Donc, quelles sont les clés en fait? Comment ça? Quelles sont les clés de la lecture? Parce que on pourrait dire que c'est à deux niveaux. C'est mon regard le titre. Cette image, en fait, on ne sait pas si c'est une fenêtre ou un miroir. C'est une porte. C'est ta fenêtre miroir. C'est une porte C'est visible. une porte, c'est le signe d'un cœur, donc l'amour. D'accord. C'est la personne à recherche de l'âme sœur, le temple perdu, le temple détruit, donc le temple de la religion, mais qui s'est transformé, fait en temple de consommation et qui a été détruit. Donc lorsque Moïse a redescendu la montagne et qu'il a découvert que les hommes s'étaient égarés et avaient rendu ce temple le lieu saint par excellence. La nostalgie, il y a énormément, je crois, de ton passé, d'enfance. Comme dans tous les La dernière lecture du dernier chapitre de la page 88, d'ailleurs, nous ramène à tes ancêtres, à tes ancêtres, puisque tu es turc. Donc, tu n'es pas d'origine turque. D'origine, oui. D'origine turque. Et donc, Japonaise. ce parallèle entre Sainte-Sophie et la mosquée. Ouais. Donc, c'est. La lésion. Je crois qu'il y a énormément de nostalgie. Il y a un rejet au bout de nos vies de ce monde de consommation. Mais il y a une trace indélébile qui a été marquée par ton enfance et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu es en train de mener parce que ça n'arrête pas. L'exil autant que l'étranger, l'amour autour de la honte, alors que tu es heureux, mais il y a ce passé, cette enfance qui Cette nostalgie. poursuit dans cette nostalgie qui est en toi, qui fait que tu n'arrives pas à écrire quelque chose d'heureux. Et c'est moins apparent que dans le premier roman. Dans le premier roman, c'était crié à dans les coins. Oui. Toujours une continuité. C'est là. Moi, Madame je voudrais rebondir sur le titre. Le titre, moi aussi j'allais revenir sur le titre. Le titre qui, Belir c'est un cousin et je le découvre parce que les cousins on n'est pas toujours forcément et à un moment donné on se rend compte que ce cousin on a des points en commun ou on a même des points de discorde qui nous rapprochent. Et c'est un peu ce paradoxe qui, moi, m'attire un peu aussi dans le titre, qui comporte en lui plusieurs paradoxes. Alors, quand on parle d'exil au temple, le temple, déjà, c'est un endroit où les gens se rencontrent. Donc, ce n'est pas un exil, c'est plutôt un endroit qui rapproche, qui lie les fidèles. Oui, mais lui, je crois que le parallèle qu'il fait avec Nicolas, c'est que le temple s'est transformé de lieu, on va dire, de rencontre, d'échange, de lieu, on va dire, où il y a un C'est peut-être le contraire, mais spirituel. c'est peut-être le contraire. Le temple qui devient un endroit où on s'exile. Tout à fait sûr, parce que là, à l'intérieur même, lorsqu'on lit quelques pages, il y a beaucoup de paradoxes. ouais, mais lorsqu'on lit quelques pages, la grossièreté utilisée de par le texte, c'est un rejet même de ce que c'est devenu. Et donc, c'est le sacré qui est devenu, on va dire, terre à terre, aujourd'hui, profane, et qu'il rejette. Parce que, en fait, l'auteur, qu'est-ce qu'il recherche? C'est celui de la reconnaissance de ses pairs, en réalité.
C'est quoi la reconnaissance de ces pères? Ce sont ces fameux prix qui nous permettent d'être reconnus au niveau mondial, au niveau de certains cercles. Aujourd'hui, ils dénoncent quoi? La société de consommation. Le fait qu'on peut faire d'un auteur un auteur à succès alors que son livre ne vaut strictement rien. Vous voyez, c'est la télévision, c'est les journaux, la radio, ce sont des lignes éditorialistes. En quelque sorte, vous répondez un peu à ce type de... dans ce que je voulais dire, par les paradoxes suscités par le titre. C'est un peu un malaise que voulait exprimer Belir à travers ce titre, parce que c'est un titre qui comporte beaucoup de paradoxes, et quand on dit paradoxe, on dit malaise, forcément. Oui, mais le malaise, merci. On ne va pas faire un dialogue à deux, c'est à Ahmed quand même, il ne faut pas exagérer. Madame Dora وبعد ستاهر مش تغشش علينا ستاهر كل مرة. لا بالعكس. هذا الستار النظام حتى خنقونا بالنظام في تونس. C'est le système ou nizam, c'est ce qu'il dénonce dans son livre. Madame Dora. Donc je vous félicite, je n'ai pas encore lu votre livre, donc j'ai hâte, vraiment hâte de lire le livre. Je vais commencer avec, justement, il y a autant de vérités que d'individus. Monsieur Khaled, il y a... Monsieur Khadraoui, pardon. Khaled. Je trouve que c'est absolument essentiel, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a autant de vérités que d'individus, eh bien c'est très très grave. Parce que la notion de communauté est cette... Vous savez que chez Platon, et puis pratiquement bien plus tard aussi, hein, Dieu c'est la vérité. Il y a une seule vérité, c'est la transcendance, c'est Dieu, etc. Bon, donc avec l'avènement, si vous voulez, de l'évolutionnisme et déjà ce qu'a dit Darwin à propos de l'être humain, il n'y a pas de jugement dernier, il n'y a rien du tout, hein, c'est comme une pomme de terre, enfin un légume finalement qui... Entre parenthèses, voilà. C'est Eric qui m'a réussi qui a dit ça, c'est pas moi. Hein. Non, non, mais je dis que finalement, ça s'applique parfaitement au monde contemporain. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches sur la post-modernité, et justement, ce qu'on déplore finalement dans ce monde post-moderne, c'est l'incertitude, c'est l'indifférence, mais surtout l'exil dont parle Monsieur Turki. Donc l'exil au temple des étrangers. Monsieur a dit tout à l'heure que le temple, c'est le lieu finalement où les croyants finalement se réunissent. Et puis d'ailleurs, même à l'époque médiévale, le théâtre, finalement, toutes les pièces de théâtre se déroulaient au sein même de l'église, le temple. Donc déjà, monsieur a parlé de paradoxe. Je ne crois pas que ce soit une question de paradoxe. C'est l'exil de l'âme, c'est l'exil. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus de sacré, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'individus. Je pense que c'est ça que vous avez voulu exprimer. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais on ne peut pas lire votre livre, monsieur, si on ne connaît pas finalement le components, je parle en anglais, c'est ce qui constituait véritablement la littérature classique depuis Éschyle, Shakespeare, et je dirais même jusqu'à Balzac, parce qu'il y a encore la monarchie de droit divin, comme j'ai dit l'autre jour, c'est-à-dire que le roi était véritablement le représentant de Dieu sur terre, parce qu'il y a une vérité. Et à partir du moment où on commence à transgresser la loi de Dieu, eh bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien, et c'est l'exil de l'âme, puisque vous avez parlé. Donc juste pour parler de Céline, Voyage au bout de la nuit, ça a été absolument... c'est-à-dire que l'impact de Céline a été absolument... enfin, je veux dire, finalement, oui. Et puis finalement, l'exil, je crois que c'est à partir du moment où on ne croit plus en Dieu, où la religion devient finalement... Vous avez parlé de cynisme tout à l'heure, c'est-à-dire que les modernes, finalement, ils ne peuvent aborder la réalité, hein, se pencher finalement, c'est vrai, qu'avec beaucoup de cynisme, alors que ça n'existait pas avant. C'était au contraire le sacré, le respect du sacré, le respect de Dieu et de la religion. Donc, voyez, donc je vous classe tout de suite avec les grands poètes, enfin
les écrivains de la postmodernité, et puis surtout quand vous avez parlé, monsieur, de la superposition du style épique, plutôt mystique, etc., avec le vernacular. Bon, les Américains adorent ça, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'était l'écriture, finalement, c'est-à-dire la description du monde, au lieu que ce soit en latin, bah, c'était la langue populaire vernaculaire. Et Mark Twain a repris cette idée de vernaculaire dans Huckleberry Finn, où vous avez finalement Jim qui est noir, et puis finalement la vérité va sortir de la bouche justement de ce noir qui a été totalement écarté par les blancs. Et finalement, je crois que c'est la bonté de son cœur qui fait découvrir à son camarade, donc On the River of the Mississippi. Donc c'est ça, c'est le modernisme et peut-être un peu le postmodernisme. Et merci de vous. Merci madame. C'est bon. C'est à Je voudrais tout d'abord adresser un remerciement spécial à M. Gély, qui nous a présenté un exposé exhaustif, bien fait, et ça m'a donné à cœur de pouvoir le remercier de nouveau. Seulement, il a parlé de la forme, un peu plus que du fond. Du fond, et peut-être l'assistance en parlera amplement. Tout d'abord, j'ai lu, moi, le roman de comme j'ai lu tous ces écrits qu'elle a écrits avant, et la remarque pertinente que je veux élucider ici, je ne peux pas parler du livre, de tous ces aspects, de tout ce que cela rapporte à ce roman, mais je voudrais parler de la portée dramatique du roman. L'écrivain feint nous dire qu'il ne s'agit pas d'un véritable roman, mais ce n'est pas vrai, il cache, je ne sais pas pourquoi, un roman qui comporte une intrigue, un amour qui est un fil conducteur qui part de la 7e chapitre jusqu'à la fin du roman. Il s'agit bien d'un drame, d'un amour qui est né mais qui n'a pas été concluant. Avec le mot de l'inachevé. Qui n'a pas abouti. Malheureusement. Heureusement pour l'amour. L'amour, ça n'aboutit pas de mariage. Je suis allé c'est mieux pour lui. Il y a beaucoup de ressemblances, de similitudes entre ce roman et son dernier roman, L'amour de temps en temps. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, qui se répètent même. Le personnage d'écrivain, lui qui était un adolescent, mais dans ce roman il a grandi, il est devenu écrivain, et il est lui-même, il reste lui-même, avec ses approches, ses lassitudes, et même son entourage, le père, l'enfant, le fils, c'est des... Mais le roman, c'est une approche qui cache une portée mystique à la recherche de soi-même, mais apparemment c'est mystique, mais au fond c'est une approche existentialiste. C'est une approche existentialiste, l'existence même. Et le temple, on est le bon témoin, le temple. C'est un temple, c'est un lieu d'exil. Il n'est ni mosquée, ni... Non, c'est pas en pierre, ni en bois. Oui, donc c'est un peu... c'est la solitude de chacun de nous. Oui, une mosquée
apparemment, l'estime enfants, c'est une essentialiste. Merci, c'est ça. Ça reste Madame Zara. Moi, je vais aborder le problème d'un autre côté en faisant la liaison avec le roman de M. Agroubi, qu'on a vu il y a quelques semaines. Oui. Alors, il s'agit, M. Agroubi est un mathématicien et nous sommes aujourd'hui devant un littéraire. Le mathématicien qui cherche la solution à travers une scène de science-fiction, il va s'échapper vers une planète, une autre planète à caractère plutôt fictionnel. Alors que M. Belir, il cherche aussi une solution, une autre société qui n'est pas corrompue, qui est peut-être aussi utopique que celle de M. Agroubi, mais dans un sanctuaire, c'est-à-dire dans un lieu à caractère plus ou moins religieux. On remarque ici cet état de diaspora intellectuelle, si vous voulez, ou cet état de diaspora de la société, des valeurs sociétales. Ici, chacun cherche de son côté, chacun cherche à sa façon une échappatoire vers laquelle ou dans laquelle il va essayer de trouver ce qu'il cherche, c'est-à-dire ce qu'il a besoin de trouver finalement sur cette planète mère. Et tous les deux, ils se trouvent étrangers. L'autre qui va se trouver étranger dans une planète fictionnelle très avancée, et M. Belir qui est aujourd'hui avec nous, il va se trouver finalement dans un sanctuaire. Et je crois qu'il s'agit de deux extrêmes, voire deux extrémités utopiques aussi. Cependant, Et en conclusion, c'est quoi la conclusion, Madame Zara? Pourquoi cette comparaison? Je m'intéresse, je vais poser la question à M. Belir pour qu'il explique un peu la fille et le cœur, le symbole de la fille et le cœur, c'est tout. Peut-être pour avoir plus une idée sur l'avenir, peut-être, de ce que vous envisagez. Merci. Merci. Bon. La fille et le cœur, quel rapport ça veut dire? Oui, quel rapport? Quel est le symbole plutôt? Puisque c'est symbolique. C'est symbolique, c'est l'amour. Oui, ça aurait pu être une femme. Ah, d'accord. Pourquoi le choix du nom? Peut-être la fille qui symbolise l'avenir, peut-être la société à venir. Pourquoi pas une femme? Pourquoi pas une jeune femme? Oui, je sais, la fille. Elle fait allusion, Madame Zara, elle fait allusion à la différence d'âge. Oui, par exemple. Et puisqu'on parle de l'amour, donc il faut parler des extrêmes, c'est mieux. Donc l'amour dans... Je veux dire, c'est un amour paternel. Non, pourquoi la paternelle? Non, il s'agit bien d'une histoire d'amour entre un vieux et une môme. Donc, la femme ne vieillit pas. Ah? La femme ne vieillit pas. L'homme vieillit, mais la femme, on la représente toujours jeune. Ça reste très bien. Peut-être que la fille représente plus l'espoir, la vie. L'avenir, c'est l'espoir plus. l'avenir, peut-être. L'insouciance. Bon, Ce qui est intéressant, on n'est pas obligé de vous expliquer, vous laisser. Les extrêmes. voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, Il faut laisser, c'est bien. Ça crée une polémique, donc à chacun il doit comprendre à sa façon. Et s'il veut en comprendre mieux, il n'a qu'à lire le livre et l'acheter. Il y a une remise. C'est à 15 dinars. Normalement, on va le vendre à 10 dinars pour celui qui veut en acheter un. C'est Mahmoud Juste pour revenir sur le titre, en fait, le temple, d'après moi, la définition du temple, c'est plus un endroit où les gens vont pour chercher, les gens en quête de... Pour se recueillir, avoir la paix, à la recherche de la paix. Pour échapper, en fait, en quelque sorte, aux vérités de la société, de consommation, etc. Et donc, la vérité, d'après le dessin donc, de la première page, c'est l'amour. Donc, vous avez défini ça dans
que finalement toutes les vérités se réunissent dans un seul mot qui est l'amour. C'est ce que j'ai compris. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, c'est le message du livre, si vous permettez. C'est le message. C'est le message. Moi, je ne suis pas un troubadour ou un hakaweti. Je raconte une histoire et je m'arrête là. Donc, lorsqu'on crée quelque chose d'artistique, donc il faut penser au pourquoi, comme on pense au comment. Ça vient dans une autre étape. Mais le pourquoi du livre, pourquoi ce film, pourquoi cette pièce. Donc c'est ça le message que je voulais passer. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'une relation où il y a la différence d'âge, les tabous, la société qui refuse une telle relation et même peut dénoncer ça. On peut appeler ça pédophilie par une histoire d'amour. Moi j'appelle ça de l'amour. J'ai deux questions à poser à Sylvain. D'abord, vous avez parlé du projet de spiritualité. Comment vous avez parlé du projet de spiritualité. Ah, spiritualité. C'est ça, c'est-à-dire que l'écrivain est animé par ce projet-là. S'agit-il d'une spiritualité critique religieuse, une spiritualité, disons, religieuse, ou je dirais même laïque? C'est là ma première question. Contrairement à ce que peut suggérer un Bon, moi aussi, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous allez m'expliquer, si vous me permettez, qu'est-ce qu'une spiritualité laïque? C'est un peu... Ça n'existe pas. Non. Je pose une question. Une spiritualité laïque, c'est une spiritualité qui va au-delà de l'absolu, qui ne se situe pas dans l'absolu, dans une pensée de l'absolu. C'est-à-dire qu'il reconnaît quand même une certaine relativité. Pas le relativisme, mais une certaine relativité. Et puis c'est une spiritualité qui ne reconnaît pas de transcendance. Si on parle de transcendance, il s'agit de l'homme qui s'efforce de se transcender lui-même. Si vous voulez, c'est dans un projet, par exemple, existentialiste, comme le dit ça. Ça dit que l'homme, c'est l'être qui est capable de se transcender. Mais sans, pour cela, reconnaître une transcendance divine. Au-delà des hommes, une transcendance qui leur dicte les valeurs, qui leur dicte ce qu'ils devraient faire, qui détermine le sens de la vie et de l'existence. Voilà ce que j'entends par spiritualité laïque ou religieuse, c'est-à-dire qui se situe au-delà ou indépendamment, disons, indépendamment de l'absolu. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Ramadan, en fait, actuellement, peut-être la seule, ou une des idées maîtresses de notre époque, c'est qu'il n'y a pas de vérité absolue. On est en face de la relativité ici, d'une vérité relative, bon, pas une remise en cause de la vérité en tant que telle, c'est-à-dire on n'aboutit pas au scepticisme. Surtout en Occident. Oui, mais il y a une certaine relativité. Alors c'est dans ce sens-là que je pose la question, surtout qu'il y a le mot temple, qui peut, de prime abord, prêter à, disons, à confusion et renvoyer à l'idée du sacré. C'est là ma première question. Deuxième question, qui concerne... L'âme est sacrée, c'est le mot. Oui, je sais, mais le sacré pas... Sacré, mais pas dans le sens de l'absolu. Sacré, c'est-à-dire qu'on le prend comme ça. Avec la notion laïque et la notion religieuse dans le roman de Sibérie. Le Sibérie est formel. Il réfère toutes les actions de l'homme à la volonté divine. Et il cite des versets coraniques. Madame Raffiret. Comment vous vous référez toujours à la volonté divine dans les actions humaines. Puisque vous citez des versets coraniques. Bon,
la montagne. Et là, on va arriver au point d'horizon. Le point d'horizon, c'est la rencontre. Tout ce qui est céleste, tout ce qui est mystique, tout ce qui est spirituel, et tout ce qui est terrestre. Votre roman s'installe là, de ce côté-là. Donc, deux lignes. Et là, dans cette rencontre, c'est ça, votre roman. Ça, c'est dans le croisement des... C'est-à-dire, oui, c'est pas trop. Oui, la rencontre, c'est un point d'horizon. Un point, c'est perdu entre deux mondes. D'où cette idée de verticalité. Là, vous avez une verticalité du roman. Donc, il y a une partie céleste, c'est comme la montagne. Après la montagne, on voit la mer. C'est un procès d'origine. On ne peut plus voir. Là, on commence le roman. C'est cette partie-là. C'est le côté mystique, le côté spirituel, comme vous le donc, un deuxième point, rapidement, à propos des mots familiers, des mots qu'on connaît tous les jours, des mots populaires, ça c'est très important. Mais un mot, lorsqu'il est mis dans un roman, il change de structure. Dans la réalité, il est immobile. Mais dans le roman, il devient dynamique. C'est-à-dire qu'il sert à quelque chose. Ce n'est pas un roman. Ce qui est important, c'est, on dirait qu'il le trompe dans la magie et dans l'imagination. Ça, c'est ce qui est très important. C'est ce qu'on appelle en arabe tajdiid fasha ou tafsir al-'ami. Ça, c'est important, on trouve chez, par exemple, Khaïf, etc. Bon, c'est simple, comme vous avez évoqué Marc Twain, qui est bien en anglais, bien sûr. C'est le deux amis là. Ils utilisent des mots familiers, vraiment, c'est non, mais c'est la langue ce qu'on appelle le vernaculaire. Au Moyen-Âge, quand on n'utilisait pas la langue latine, donc c'est ça. Et donc ça a été repris par les romanciers naturalistes américains. C'est pour des juristes, parce que Marc Twain, c'est presque ça. Bon, l'art, c'est ça. Bon, en ce qui concerne les mêmes paroles, j'ai retenu par exemple Grasset. Oui, c'est très beau, c'est magnifique. Deux choses contradictoires. Mais dans cette contradiction, on trouve l'art. C'est l'art. On peut écrire non pas à partir de la beauté, mais on peut écrire à partir de la laideur. C'est pas l'air ni des fleurs de l'art, des fleurs du mal. Donc cette laideur, ces mots familiers, cette bassesse, si vous voulez, entre guillemets, de ces mots jaillit l'art. Ça, c'est pas vrai. La beauté. La beauté et l'art. L'art, c'est la beauté. C'est la beauté. La question, c'est celle. Voilà. Et la question finalement, est-ce qu'on peut dire que votre roman est autobiographique? Mais alors, la deuxième personne. La deuxième partie, c'est à la troisième personne. On a les mais à la troisième personne. Le discours et le récit. Nous sommes à cheval, peut-être, entre ce qui est discours et ce qui est récit et narration. La narration. Merci. Merci. Madame Dora, c'est Amor. C'est ça. C'est encore. Il y a Madame Dora. Alors moi j'ai dit que j'avais hâte de lire votre livre, monsieur. Eh bien, ça résonne très bien. Bon. Arrêter d'être ou être. Est-ce que c'est une question? Parce que vous avez un point de d'exclamation. Arrêter d'être ou être, vous savez, je pense tout de suite à Hamlet, to be or not to be. D'accord? Est-ce qu'il faut exister ou ne pas exister? C'est ça ce que vous voulez dire, monsieur? Hein? C'est ça ou pas? Exister pas de l'amour. C'est ça. C'est déjà la femme. Bon, très bien. Après, commencer la lecture d'une femme arrachée d'un yeux. Si c'est un monsieur ou une femelle. Donc, je voudrais que vous nous disiez pourquoi, après monsieur, il y a femelle. Est-ce que c'est un... Ça m'interpelle, monsieur, particulièrement. Bon, il s'agit bien d'un personnage ici que je vous invite à découvrir. Mais déjà, le fait de penser à femelle, alors que normalement... c'est pas méchant. Non, parce qu'on attribue ça aux animaux.
Mais pas une femme. Est-ce que c'est un monsieur ou une dame? Normalement, c'est ça. Est-ce que c'est un monsieur? Non, c'est exprès que j'ai utilisé ce lexique animalier. Donc vous êtes tout à fait dans le siège des écrivains naturalistes, Zola, etc. Oui, la bête humaine de Wistenman. Je ne cherche pas à me caser. Monsieur, je vais vous proposer une chose. Monsieur, si Dieu me prête vie, because I'm an old lady already, je vais faire une lecture, parce que j'adore ça. L'incertitude, l'incertitude, non, vous êtes très 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 fort, hein, parce qu'il y a la scatologie, la certitude, enfin, la perte de la vérité, la perte de... Bon, moi, alors j'ai fait de la littérature à 11 ans, j'ai commencé à 11 ans, bon, je ne vous dirai pas quel âge j'ai, mais ça fait plus de... Merci madame, c'est à moi. Exact. سموها نتكلم العربي. قدرات بكل اللغات. انا نعرف سيبالير تركي تقريبا عندي 12 سنه. وهو جاري في خدمه كل الاعمال نتاعو عطاها لي من مجموعه القصص الاولى اتر ايمالاتر الى هذه الروايه. شيء نعرف على بليغ التركي انه يكتب سامحني دائما عن نفسه عن العائله وعنده رموز اللي هو الامثله في الحياه خاصه نقول وعقار وعائله خاطر هو دائما يحكي على عائله واصول. ونجد في كتاباته دائما الحديث عن المدرسه، الحديث عن الحي اللي عاش فيه البلد العربي، الحديث عن خزندار، طفولته الى غير ذلك. ثم انتقل بعد ذلك خاصة بعد الثورة إلى الكتاب عن واقع الحياة والثورة وتأثيراتها، وحتى في نقده الثورة هو يستخدم ثقافة والده أو وعي والده أو وعي معلمه الأول، يعني متأثر ياسر في مجموعته القصصية الثانية شو اسمها سيبالير؟ اللي فيه شاليتين. تقريبا يحكي على أبوه والعائلة وكل شيء ويكتب بشعري. أنا نحب نسأل سيبالير إلى متى نكتب عن سطح الحياة، لأنه تسمى حياة الوقت، سطح الوقت. إلى متى ستبقى وفي إلى هذه، إلى طفولتك، إلى الحي بتاعك، إلى أبوك، حتى في هذه القصة بتاعتك هي من العائلة، أعتقد ذلك. متى ستكتب لنا نصا متخيلا؟ لابد أن تكتب نصا متخيلا، لأنه كلنا أغلبنا في الكتاب الأولى، أنا قلتها بلاش مرة، قلت في الكتاب الأولى دائما الإنسان كاين يحل في مشكلته مع الناس، يطهر في نفسه. الكتاب الاول اي تمشي لشاعر او تمشي كاتب قصاص او تمشي روائي، في الكتاب الاول هو عمليه تطهير، يتذكر المعلم بتاعه، يتذكر الطفل اللي حبها، يتذكر الاستاذ بتاعه، يتذكر العركه اللي عملها، يتذكر بعد ذلك يكون يطهر نفسه ويخرج من البيئه، يولي عندك يكتب عن الاخر. متى يصبح الكاتب؟ يعني الكاتب المجد عندما يكتب عن الاخر وعندما يكتب عن المتخيل. يبقى معناتها مشكور، يعني هو معناتها يبذل في مجهود كبير للكتابه، وهي اصلا اذاعه في هذا الوقت، لان وزاره الثقافه عندما تطبع كتاب وتشتري منه 50 نسخه، هذا يعني انها لا تريد ان تكتب، لابد ان تكون راقصا او صاحب عود، لكن ان تكون كاتبا فتفكر وتنقد الواقع وتحلله وما يحكمون لا يريدها. عليك ان تكون راقصا. نعم. تعمل سين في فيلم، تخرج عريان من السال يكتبوا عليك ولا تكفر ربي ولا تكفر ربي. شكرا سي عمر. سي تامر وبعد سي محمد. صح. سي تامر. Ce que je veux dire a été dit par mais quand même. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez reprendre ce qui a été dit? Je vais sortir. La portée biographique l'emporte sur le contenu, sur l'ancien, le premier roman. L'amour autour de l'art. Que j'ai préfacé avec c'était ma préface en français, c'est le concevoir l'amour autour le premier roman, c'est un peu
autobiographique. Deuxième, comment faire, comment se défaire de cette emprise pour écrire quelque chose qui sort. Vous êtes en train de vous répéter et de répéter ce qu'a dit M. Armand. Donc, jamais de roman, jamais de centre-droit. Écrivez un troisième roman, mais sortez quand même de votre peau et imaginez quelque chose de nouveau. Merci. C'est mon Je veux tout d'abord vous remercier infiniment, Madame Kaza. Oui. Je remercie Madame Dora pour une simple raison, c'est que vous avez, à mon avis, mis au clair l'importance du exil. Et je vois que tout le roman que nous sommes en train de discuter est presque est fait sur l'exil et surtout sur la connotation d'exil. Exil, si nous voulons creuser ce mot-là, il est tellement riche qu'on ne peut pas limiter les différents sens et les différentes idées qui s'ajoutent l'une à l'autre pour former tout un monde. Je commence par la première dimension. Exil, il a une dimension mystique, une connotation religieuse. Métaphysique. Mais tout ça, avec l'exil aussi, il y a aussi une notion très importante, c'est l'isolement. Nous allons voir que l'isolement va aussi être, disons, il a un opposé, il va s'opposer à quelque chose d'autre. C'est apparemment, hein, c'est le temple, mais réellement, ce n'est pas tout à fait son opposé. On verra. Donc, lorsqu'on parle d'exil, on a dit qu'on parle d'isolement, mais le principal pour moi, c'est surtout ce que vous avez dit, c'est l'exil de l'âme. Exiler une âme, ce n'est pas si facile que ça. Il y a un arrachement de l'âme du corps. Donc, il est nécessairement cet arrachement suivi d'une certaine amertume, d'une certaine souffrance et beaucoup aussi de ténèbres. Pourquoi je parle comme ça? Parce que je sais, dans notre culture, nous savons que généralement l'âme est presque synonyme de lumière et synonyme principalement de vie aussi. Si l'âme a été exilée ou exilée d'un corps, soit un petit corps humain palpable ou un corps, disons, dans le sens métaphysique, disons, macro, il y a toujours cette sensation dramatique. Et le côté dramatique est très important. Je vais maintenant parler d'une certaine chose paradoxalement qui existe et que l'auteur a brillamment fait. Ce que généralement, lorsqu'on parle d'amertume, de souffrance, c'est un peu le noir, l'absence de, comment dire, l'exil de l'âme, en principe devrait être suivi d'une certaine obscurité. Mais l'auteur a su quand même mettre de la lumière. Comment ça? C'est à travers l'art. C'est ça le côté positif, le côté, je trouve, grandiose dans ce roman. C'est que, au lieu que nous vivons dans l'obscurité, il parle de l'absence, il a toujours eu une présence. La présence réellement, c'est de quoi? C'est de la beauté, du beau. Et monsieur Balir, je le salue vivement maintenant parce qu'il a su comment réaliser le beau, c'est à travers une certaine poétisation de l'exil.
Et de la douleur. Et de la tout est politisé dans ce roman. Et là, je trouve qu'il a rempli une tâche importante de l'écriture. Merci, c'est bon. Voilà.